Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour, j'espère que vous vous portez tous bien. Voici donc le troisième cours des téléconf intitulé L'essentiel sur la traduction. J'espère que vous allez avoir le plaisir à l'écouter, à le comprendre et n'hésitez pas à préparer vos questions pour notre session Zoom questions. Ce cours assez bref va être organisé de cette façon. Donc on va d'abord présenter le ribosome, qui est le moteur essentiel de la traduction, et ensuite les autres éléments de la traduction, soit les codons, le code génétique, l'ARN de transfert, puis les étapes de la traduction, qui sont l'initiation, l'élongation et la terminaison, puis la traduction dans le cas de l'existence d'un peptide signal, puis d'autres aspects de régulation de l'ARN messager. Le ribosome eucaryote est l'unité essentielle qui catalyse la traduction, ça veut dire en fait la fabrication d'un polypeptide à partir d'un ARN messager. Le ribosome n'est pas une protéine, c'est un complexe entre plusieurs protéines et plusieurs ARN. En vérité, les ribosomes sont constitués de plusieurs ARN, donc certains sont transcrits par l'ARN pôle 1 et d'autres sont transcrits par l'ARN pôle 2. Donc nous avons l'ARN pôle 1 qui va synthétiser un transcrit qui va, lors de sa maturation, donner lieu à des ARNR petits. Vous voyez le 18S, le 5S, le 5.8S et le 28S. Et puis, il y a aussi l'ARN pôle 3 qui va synthétiser un autre ARNR de 5S. Ce sont ces ARN-là qui feront à la fin partie soit de la petite sous-unité de ribosome ou de la grande sous-unité du ribosome. Ces ARN vont s'insérer dans un complexe protéique assez important. Il est fait de 82 protéines et ces protéines sont organisées en deux particules. On a la sous-unité large, la grande sous-unité 60S et la petite sous-unité de 40S. Okay, ces deux sous-unités s'associent et se dissocient en permanence au début de la traduction et à la fin respectivement, bien sûr. Et en plus donc, de ces 4 ARN et des 82 protéines, on a plusieurs autres acteurs qui interviennent en s'imbriquant au niveau du ribosome. Donc, vous avez les sites de fixation pour l'ARN M, pour les ARN T, et puis vous avez un site catalytique où sera formée la liaison peptidique entre les différents acides aminés, en plus d'autres sites qui vont permettre de fixer d'autres éléments tels que des cofacteurs protéiques qui sont impliqués lors de l'initiation ou lors de l'élongation, ou d'autres qui sont impliqués lors de la terminaison de la transcription, ou aussi lors de la régulation par accélération, plutôt pour accélérer ou pour ralentir la traduction. Gardez à l'esprit, tout comme pour la transcription, où on va trouver des ARN pôles qui se succèdent sur le même brin d'ADN afin de former en parallèle plusieurs ARN messagers, les uns derrière les autres. Pour la traduction, le phénomène est le même, donc on a ce qu'on appelle la formation d'un polyribosome, c'est-à-dire que sur le même messager, plusieurs ribosomes vont effectuer la traduction les uns après les autres successivement. Okay, donc on appelle ça un polyribosome. Et on va les trouver à raison de un ribosome tous les 100 nucléotides environ. Les polyribosomes présentent un aspect et une dynamique qui est différente selon la régulation. Donc, plus l'initiation est active et qu'on a une biodisponibilité des ARNT chargée,
plus les ribosomes vont être nombreux sur le messager. Mais si l'élongation devient lente, pour une raison ou pour une autre, les ribosomes vont mettre plus de temps à lire la séquence codante. Et donc, on va trouver moins de ribosomes. Et l'inactivation de la terminaison va dissocier les ribosomes du messager. Bien sûr, en dehors de cette régulation, de toute façon, le ribosome, en arrivant au codon de la terminaison, va se dissocier et libérer le polypeptide. Donc, la dissociation du ribosome à la fin n'est pas liée à la régulation du polyribosome. La régulation du polyribosome est liée à la disponibilité des ARN déchargés et à d'autres phénomènes qu'on verra plus tard. Qu'est-ce que donc la traduction? La traduction, c'est la lecture d'un ARN messager par des ribosomes afin de synthétiser des protéines dont la structure primaire, c'est-à-dire la structure polypeptidique, est déterminée par la séquence de l'ARN messager traduit. L'expression du génome aboutit à la synthèse dans la cellule d'ARN et de protéines. Ces protéines-là, issues de ces ARN messagers, sont censées représenter une séquence codante. Et cette séquence codante, en fait, est organisée en ce qu'on appelle un cadre de lecture. Donc, quand le ribosome suit le cadre de lecture, on est censé avoir un polypeptide qui, après maturation, conduira à soit la libération de protéines cytoplasmiques, ou alors de protéines qui sont au départ, au départ fabriquées au niveau de la lumière, par exemple du réticulum endoplasmique, pour être acheminées à certains compartiments cellulaires différents, ou alors qui sont destinés tout simplement à la libération extracellulaire. Encore un petit rappel pour résumer. Donc, après réaction de la maturation, le transcrit primaire devient un ARN mature. Ensuite, il sort du noyau vers le cytoplasme. Et là, justement, donc, il est traduit au niveau cytoplasmique. Sa traduction n'est pas aléatoire, elle suit ce qu'on appelle un cadre de lecture. Et le cadre de lecture est une succession de codons. Ces codons sont acheminés donc, les uns derrière les autres dans notre ribosome et sont lus par des ARN de transfert, des tRNA, chargés d'acides aminés. Et cette lecture va conduire à la condensation du polypeptide. La lecture de l'ARN messager se fait de 5' à 3', et la synthèse de la protéine se fait du N au C terminal. Et à la fin de la traduction se poursuit le phénomène de la maturation protéique, après quoi la protéine fonctionnelle pourra accomplir ses fonctions, au niveau cellulaire ou extracellulaire. Alors, fait intéressant à savoir, le langage nucléaire ne s'écrit qu'avec 4 bases, A, G, C, T, O, U au niveau de l'ARN. Tandis que le langage protéine, lui, s'écrit avec 20 acides aminés. On dit donc que le langage nucléique a 4 signifiants, lorsque le langage protéique a 20 signifiants. Si chaque base se traduisait par un acide aminé, il ne pourrait normalement y avoir que 4 acides aminés. C'est comme ça que les scientifiques se sont posé la question et se sont intéressés à comment on peut représenter 20 acides aminés par 4 nucléotides, ou 4 bases de particules plus essentielles. C'est là où on a compris donc que le code génétique est fondé sur des mots, en quelque sorte, qui sont faits de 3 lettres. Ces mots-là, ça s'appelle des codons. Il y a plus de codons, en vérité, dans le code génétique que d'acides aminés. Donc là, on a le problème inverse. Donc si on suppose que les mots qui sont traduits en acides aminés sont faits de 3 lettres et pas d'une seule lettre, on a donc 4 puissance 3, c'est-à-dire 64 possibilités d'acides aminés, alors que dans la nature, on n'en a que 20 d'acides aminés. Et là, on s'est rendu compte à travers notre travail de recherche qu'il y a plusieurs codons
qui sont traduits en un seul et même acide aminé. On appelle ça des homonymes. Okay? Ces homonymes représentent une perte d'information entre le langage nucléique et le langage protéique. Lorsqu'on se retrouve avec, par exemple, 4 codons différents qui représentent un acide aminé, cela veut dire que le code génétique est plus riche que le code protéique. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une perte d'information entre le langage nucléique et le langage protéique. Le codon, c'est donc un ensemble de 3 nucléotides successifs d'une séquence d'un ARN ou d'un ADN permettant d'incorporer un acide aminé dans une séquence peptidique. La liaison de l'ARN de transfert avec l'ARN messager au niveau du ribosome se fait par complémentarité entre 3 nucléotides de chacun de ces 2 ARN. Les 3 nucléotides de l'ARN s'appellent codons. Les 3 nucléotides de l'ARN de transfert s'appellent anticodons. Okay. Au cours de la traduction, l'anticodon et le codon se lient de manière antiparallèle et l'acide aminé porté par l'ARN de transfert chargé est incorporé au polypeptide qui est en cours de synthèse. La séquence primaire de l'ARN messager est donc traduite par un groupe de 3 nucléotides. Elle est traduite codon par codon. Un nucléotide de l'ARN messager au cours de la traduction peut se trouver en position 1,1 ou 1,2 ou 1,3 dans un codon. Si le nombre de nucléotides qui le présentent, qui le séparent du codon, l'initiation AUG, est ou n'est pas un multiple de 3. Okay? Et c'est ça qu'on appelle cadre de lecture. Donc, si on prend par exemple sur ce tableau le premier nucléotide U, le deuxième nucléotide U et le troisième nucléotide U. U, 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 qui représente ici l'acide aminé phénylalanine, est donc un codon. Le premier U occupe la position N1, le deuxième U occupe la position N2 et le troisième U occupe la position N3 de ce codon. On va prendre un autre exemple. Le premier nucléotide A, le deuxième nucléotide C et le troisième nucléotide U. Donc A, C, U. Ok? A, C, U. J'espère que vous vous situez dans le tableau. Donc c'est la créonine. Dans ce codon, A, C, U, A c'est la position N1, C c'est la position N2 et U c'est la position N3. Et ce codon, A, C, U, c'est la créonine. Regardez au niveau des acides aminés et vous allez voir écrit tréonine, 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 tréonine pour 4 codons différents. ACU, ACC, ACA et ACG. Donc, en fait, quand on a AC, qu'importe ce qu'on a en troisième position, c'est-à-dire que quand on a A en N1, C en N2, qu'importe ce qu'on a en N3, c'est la tréonine. Okay? La séquence codante est une suite de codons. Et chacun donc va permettre d'incorporer spécifiquement un acide aminé. En fonction de ce codon, il y aura un anticodon au niveau de la RNT qui lui portera un acide aminé. Ici, je vais vous donner par exemple l'exemple de la tréonine. Ok? Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de mettre un tableau dans lequel on résume les codons et les acides aminés? Parce que le code génétique est universel, c'est-à-dire qu'il est le même pour tous les êtres vivants de la biosphère, à quelques variations près. Okay, par exemple, les codons qui sont propres à la biosynthèse dans la mitochondrie, on en a quelques-uns qui sont différents de ceux nucléaires, et à d'autres exceptions aussi. La règle est que le code est universel. Ce phénomène où on a un acide aminé pour plusieurs codons s'appelle la dégénérescence. On dit que le code est dégénéré car, comme on l'a dit tout à l'heure, on a une perte d'information
entre le langage nucléique et le langage protéique. Par exemple, vous prenez l'arginine, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 codons différents. Vous avez en fait CGN ou AGR. Donc, quand on a CG, qu'importe la troisième position, c'est un arginine. Quand on a AG, qu'importe la troisième position du moment que c'est un R, R étant, donc c'est GA, vous vous rappelez, c'est pyrimidine. Donc le R ici représente les pyrimidines. Prenez par exemple la sérine, pareil. Donc vous avez UCN, c'est-à-dire que quand vous avez le U et le C, vous avez sérine, qu'importe la troisième position. Ou là vous avez AGY. Y c'est pour les purines. Donc ici vous avez CU. Ok. Donc la dégénérescence se fait, comme vous avez dû le constater, souvent au niveau de la troisième lettre. Et pas au niveau des positions N1, N2, mais souvent en N3. Ok. Il y a juste un détail important qui est lié à la régulation. Sachez que ces codons homonymes ne sont pas abondants de la même façon au niveau cellulaire. Ok. Et ils ne sont pas aussi employés par hasard. Dans certaines cellules, on va trouver certains homonymes qui sont plus présents que d'autres, donc certains ARNT avec des anticodons qui sont plus abondants par rapport à d'autres, et à chaque ARNT avec un anticodon, son abondance et puis sa vitesse d'incorporation, et tout ça, ça va faire en sorte que la cellule régule la vitesse de la traduction. Ok. Donc, lorsque une cellule veut qu'un ARN messager soit traduit à telle ou à telle vitesse, il y aura une régulation de la biodisponibilité de tel ARN de transfert ou d'un autre afin de contrôler donc, la vitesse de la régulation et de contrôler donc, la concentration dans le temps ou dans l'espace d'une protéine donnée. Voici donc l'ARN de transfert. L'ARN de transfert, c'est le lien entre le codon et l'acide aminé. Okay. C'est un peu le dictionnaire de la traduction. C'est lui qui fait correspondre un codon à un acide aminé par l'intermédiaire de l'anticodon. Okay. Donc l'anticodon, c'est quoi? C'est une séquence de 3 nucléotides qui est située à l'extrémité de la boucle inférieure de l'ARNT. Vous pouvez le voir ici en bas de ce trèfle. Et cet anticodon, il est complémentaire et antiparallèle à la séquence du codon. Chaque acide aminé est lié spécifiquement par une aminoacide tRNA synthétase à l'extrémité de l'ARNT chargé. Donc on a pour chaque ARNT un anticodon spécifique, un acide aminé spécifique et une enzyme spécifique qui lie cet acide aminé à cet ARNT. Ok. Et bien sûr, comme vous pouvez le deviner, on n'a pas, pour le codon stop, on n'a aucun ARNT correspondant. Ok. Donc on a 64 codons, mais sachez qu'on a seulement 30 ARN de transfert. Ok. 30 ARN de transfert qui sont synthétisés, qui sont libérés pour traduire les ARN d'origine nucléaire et 22 ARNT qui sont impliqués dans la traduction des gènes mitochondriaux. Okay. Donc, tous les ARN de transfert ne sont pas disponibles dans la nature et tous les ARN de transfert ne sont pas abondants de la même façon dans toutes les cellules. Afin de catalyser la synthèse du polypeptide, il faut d'abord charger les ARN de transfert. Donc, le chargement des ARN de transfert est catalysé par les aminoacides tRNA synthétase.
et qu'il existe, comme chacune est spécifique à un acide aminé, il existe donc au moins 20 aminoacides tRNA synthétales pour les 20 acides aminés disponibles, voire un peu plus. Ces enzymes ont une double spécificité. D'un côté, elles vont reconnaître l'acide aminé, et d'un autre côté, elles vont reconnaître l'anticodon de l'ARN de transfert à charger. Okay, donc, comme vous pouvez le deviner, là encore, ces aminoacides synthétases doivent avoir donc des petits ARN afin de reconnaître les anticodons. Okay? Alors, les aminoacides tRNA synthétase, après reconnaissance de l'acide aminé et de l'anticodon, vont hydrolyser un ATP, okay, et activer un acide aminé en le liant avec l'AMP. Okay? Okay? Et ainsi, l'acide aminé est activé et ensuite transféré sur une des fonctions à alcool secondaire du ribose de l'AMP terminal de l'ARN de transfert. Okay? Donc, j'espère que vous êtes en train de suivre le schéma. Donc, vous avez d'abord une activation de l'acide aminé. Ensuite, après activation, on va utiliser cette énergie-là pour le lier au niveau de l'ARN de transfert. L'ARN de transfert, maintenant, quand il est lié à un acide aminé, on dit qu'il est chargé. Et maintenant, il est prêt à se lier à un ribosome pour synthétiser une protéine. Là, on attaque les étapes de la traduction. Et j'espère que vous pouvez suivre les différentes étapes, donc qui sont numérotées pour faire tout ça. Donc au départ, les deux sous-unités du ribosome sont dissociées dans le cytoplasme. Okay? Et ensuite, pour commencer, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez d'abord le facteur ELF2, je ne sais pas si vous voyez ELF2. Essayez de regarder les chiffres, donc 1 en rouge, donc le ELF2 pour Eukaryotic Initiation Factor 2. Ce facteur-là, il est porteur d'un GDP. On va d'abord l'activer. Okay? On va lui associer un GTP. Une fois qu'il est activé, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? C'est lier l'ARNT chargé d'une méthionine. Okay. Pour rappeler, le premier codon, celui qu'on appelle le codon d'initiation, c'est tout le temps un AUG et il correspond à l'acide aminé méthionine. Okay? Donc, ce ELF2 va lier l'ARNT qui est chargé d'une méthionine. Ensuite, en la présence du facteur ELF4C, il y aura une fixation de la petite sous-unité, okay, avec le facteur ELF3 et le facteur ELF2 porteur de l'ARNT plus méthionine. Okay? Donc, regardez le schéma. Vous avez d'abord une activation de l'ELF2, on lui associe une GTP au lieu d'une GDP. Ensuite, l'association de l'ELF2 GTP plus l'ARNT méthionine. Ensuite, donc le complexe ELF2 plus ARNT chargé vont se lier à la petite sous-unité grâce à l'aide des facteurs ELF3 et ELF4C. Okay? Donc là, on est à l'étape 3 du schéma où on a une petite sous-unité, un ARNT méthionine qui est fixé sur la petite sous-unité, okay, et l'ELF2 qui est hydrolysé lors de cette fixation. Vous voyez ELF2 GDP. Okay? Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on passe à l'étape 4. Derrière, il y a la séquence 5' non traduite de l'ARN messager qui est reconnue par les facteurs ELF4A, ELF4B et ELF4F. Donc, d'un côté, on a une petite sous-unité du ribosome qui est fixée sur un ARNT méthionine.
Et d'un autre côté, on a d'autres facteurs qui vont fixer l'ARN messager. Une fois que l'ARN messager est fixé, il y aura un transfert du messager sur la petite sous-unité. Et là, on est à l'étape 5. Okay. Alors, ce transfert-là va faire en sorte que l'ARN messager se fixe sur le site P, de sorte que les nucléotides du codon d'initiation s'hybrident avec les nucléotides de l'anticodon de l'ARN de transfert de la méthionine initiale. Bien sûr, ce transfert nécessite l'hydrolyse d'une ATP. Pardon. Okay. Donc on a une unité ATP qui est hydrolysée, permettant le transfert de l'ARN messager sur le site P de la petite sous-unité. Et là, on a le codon de l'ARN messager qui va s'hybrider à l'anticodon de l'ARN de transfert. Enfin, on arrive à l'étape 6. Donc, en présence du facteur ELF5, le complexe va se fixer à une grande sous-unité pour constituer un ribosome entier fonctionnel. L'ensemble de ces facteurs d'initiation sont libérés et la traduction va commencer. Bien sûr, le LF2 va être recyclé, libéré va être recyclé. Okay. Donc, qu'est-ce que je vous demande de retenir ici? Ce ne sont pas les différents ELF, absolument pas. Mais c'est de retenir qu'il faut d'abord fixer l'ARN de transfert chargé méthionine avec la petite sous-unité, ensuite fixer l'ARN messager au niveau de ce complexe-là, au niveau du site P, et faire en sorte que le codon et l'anticodon soient complémentaires et antiparallèles au niveau de la petite sous-unité. Et ce n'est qu'à ce moment qu'on fixe la grande sous-unité et qu'on a un ribosome et un ARN messager et qu'on peut initier la traduction. L'initiation de la traduction, c'est donc d'abord la fixation de l'ARN de transfert avec la petite unité, puis la fixation de l'ARN messager, et au niveau de la petite sous-unité, et donc le calage du codon méthionine avec l'anticodon de l'ARN de transfert, et ensuite l'ajout de la grande sous-unité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'initiation. À la fin de cette étape, on a fini l'initiation de la traduction. Alors, qu'est-ce qui donc définit le cadre de lecture? C'est donc la position initiale, le positionnement initial de messager où le codon méthionine donc, sera imbriqué au niveau du site P du ribosome face à l'anticodon de l'ARN de transfert. S'il y a erreur ici, ça va se répercuter en décalant l'ensemble des codons qui sont derrière. Regardez ici le schéma. Vous avez donc A, U, G, qui sont N1, N2, N3. Donc ça, c'est le premier codon d'initiation. Et ensuite, donc, le codon qui suit, donc son premier nucléotide sera N1, N2, N3, puis N1, N2, N3, etc. Donc supposez ici que vous avez un décalage, qu'il y a une lecture, donc au lieu d'imbriquer A, U, G, on va imbriquer U, G, puis N1. Ça, en fait, si on fait UG puis N1 au niveau du premier site P, ce qui va se passer, c'est que le N2, N3 vont devenir N1, N2 du prochain codon. Et on appelle ça donc un décalage de cadre de lecture. Ça peut arriver en cas de mutation par suppression de base. Donc s'il y a une base qui saute, par exemple, lors de la réplication, on va avoir un raccourcissement ou alors un glissement qui va conduire à l'insertion d'une base. Il y aura donc un décalage dans le cadre, une induction d'un décalage dans le cadre de lecture. Dans notre situation ici, on ne risque pas d'avoir un décalage parce que on a besoin de placer AUG dans la position P, complémentaire et antiparallèle à la séquence UAC, ok, de 3' à 5' de l'ARN du transfert. Et c'est ce positionnement-là qui va définir la suite de tous les codons d'entre ARN messager. Alors, les positions
qu'on peut trouver sur un ribosome. En fait, ils sont normalement au nombre de 3. Un site peptidique, un site acide aminé et un site catalytique. Mais pour faire simple, moi je ne représente que les deux sites qui m'intéressent, c'est-à-dire le peptidique et l'acide aminé. Dans d'autres références, vous pouvez trouver 3, mais voilà, moi je préfère faire simple et ne représenter que les sites P et les sites, le site P et le site A. Alors, donc, le site P ou le site peptidique, car lui, il va contenir en fait l'ARN de transfert sur lequel se fixe le peptide au cours de synthèse. Okay, c'est le site qu'occupe ici le codon AUG. Le deuxième site, c'est le site A, ou acide aminé, car il va être occupé par l'ARN de transfert qui ne portera qu'un seul acide aminé. Et donc ce site A servira à fixer le polypeptide sur ce nouvel acide aminé porté par l'ARN de transfert. Ok. Donc on va voir ça un peu plus en détail. Alors, voici en détail l'élongation. Là encore, je ne vous demande pas de retenir les facteurs, mais plutôt les étapes. Donc, observez le schéma. Vous avez un ARN messager qui est lié à un ribosome et un ARN de transfert. Le ribosome et l'ARN de transfert lient l'ARN messager au niveau de quel site? Il lie l'ARN messager au niveau du site P. Le site P porte un ARN de transfert qui est chargé d'un polypeptide. Le site A, lui, il est libre. Donc, il y a des facteurs qui vont ramener un ARN de transfert chargé sur le site A. Bien sûr, cette opération se fera dans le respect de la complémentarité entre le codon de l'ARN messager, qui est libre ici, et l'anticodon qui lui est complémentaire. Une fois que l'ARN de transfert est en place au niveau du site A, d'autres facteurs vont permettre la catalyse du transfert de quoi? Du transfert de polypeptides depuis l'ARN de transfert du site P vers l'ARN de transfert du site A. Et là, c'est une liaison peptidique qui est formée. Okay. Une fois ceci réalisé, on va avoir donc, au niveau de l'étape 2, vous voyez, un ARN de transfert au niveau du site A avec un polypeptide lié. Et l'ARN de transfert au niveau du site P libre. Donc cet ARN de transfert va être éliminé. Une fois qu'il est libéré, donc le site P devient exempt, vide, il y aura une translocation. Le ribosome va glisser vers le prochain codon. En glissant vers le prochain codon, il y aura une translocation de l'ARN de transfert avec le polypeptide du site A vers le site P. Et voilà maintenant que de nouveau, l'ARN de transfert occupe avec le polypeptide le site P et que le site A est vide, okay, avec un codon de l'ARN messager auquel on va ramener un ARN de transfert complémentaire et chargé d'un acide aminé correspondant. Et ainsi de suite, et c'est comme ça que se produit l'élongation. Le ribosome, donc, pour être bien clair et précis, va catalyser donc, le transfert de peptides situés sur le tRNA du site P sur la fonction amine de l'acide aminé lui-même, okay, de l'acide aminé du tRNA de site A. Okay. Donc, une fois que cette liaison peptidique est catalysée, l'ARN T de site P est vide. Et c'est comme ça, une fois qu'il est libéré, qu'on peut transloquer l'ARN T plus le polypeptide du site A vers le site P
libérer le site A et refaire donc cette opération encore et encore tout au long, codon par codon, tout au long de l'ARN messager. La stockation n'est bien sûr possible que si l'ARN libre est éliminé, quitte le ribosome. Okay. Donc cette translocation, c'est le déplacement de l'ARN de transfert avec le polypeptide du site A vers le site B, permettant ainsi de libérer le site A et de glisser donc sur l'ARN messager pour placer un nouveau codon au niveau de ceci et poursuivre la traduction. La traduction s'arrête tout simplement par manque d'ARNT. C'est un système assez ingénieux où la cellule, pour induire l'arrêt et la dissociation des ribosomes, en fait, expose un codon au niveau de l'ARN messager qui n'a pas d'ARN de transfert correspondant dans la nature. Donc, lorsque au niveau du site A se trouve un codon stop, c'est-à-dire un codon qui n'a absolument pas d'ARN de transfert correspondant, ceci annonce la fin de la traduction. Donc, il y a un temps d'arrêt. Le ribosome va rester avec le site A qui est vide, parce qu'il n'y a aucun ARNT qui peut être complémentaire au codon stop, avec un anticodon complémentaire au codon stop. Ceci va naturellement induire la dissociation du messager et des deux sous-unités du ribosome. La protéine synthétisée est libérée, ainsi bien sûr que le dernier ARNT en présence d'autres facteurs bien sûr qui sont impliqués dans la fin de la traduction. Alors, avant d'attaquer la traduction dans le cas d'existence d'un signal peptide, sachez que lors de la synthèse protéique, la structure secondaire ou tertiaire ne se construit pas à la fin, à la toute fin, après complètement qu'on ait fini la traduction, mais elle se construit au fur et à mesure de la traduction. Okay. Et lorsque cette protéine est destinée à être incorporée au niveau des membranes ou d'organites cellulaires, il y a en fait une partie de l'ARN messager qui contient une sorte d'adresse. C'est une séquence nucléique qui va correspondre à une séquence peptidique. Et cette séquence, en fait, faite de quelques acides aminés, va servir comme une sorte d'adresse pour incorporer la protéine dans une membrane donnée. Okay. Parce que sa fonction est de pénétrer dans la membrane de réticulum endoplasmique, la structure de cette séquence d'acides aminés est souvent riche en acides aminés hydrophobes. Okay. Donc ces peptides signaux, ou ces peptides signal, servent à orienter la destinée de la protéine. Est-ce qu'elle va être incorporée dans une membrane, réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, autre membrane plasmique, lysosome, etc. Ou est-ce qu'elle est destinée à entrer dans les mitochondries? Est-ce qu'elle est destinée à être excrétée hors de la cellule, etc. Donc, le signal peptide est un signal, est un bout de peptide de quelques acides aminés qui va servir à adresser la protéine au compartiment dans lequel elle est censée être active. Dans le cas où la protéine tient un petit signal, un petit adressage, on a toujours une formation du polyribosome, mais on a une petite évolution qui est un peu différente de l'évolution d'une protéine cytoplasmique. Je vais vous expliquer. Donc regardez, au départ, vous avez une initiation tout à fait ordinaire, ça veut dire une petite sous-unité, un ARNT chargé, puis l'ARNM qui glisse au niveau de la petite sous-unité, puis la grande sous-unité qui les rejoint. Et la traduction commence. Mais en fait, quelques acides aminés après,
il y a un blocage de la traduction qui s'opère grâce à la protéine qu'on appelle la protéine SRP, Signal Recognition Particle. Ok, donc cette protéine va inhiber l'élongation et cette protéine va être en complexe avec le ribosome et elle sera reconnue spécifiquement par un récepteur de la membrane du réticulum endoplasmique. Ok, donc ce récepteur-là, il va lier la SRP et le ribosome avec. Le ribosome va être fixé par la ribophorine. Et la ribophorine, c'est une autre protéine, et elle va ouvrir une brèche, un petit pore, à travers la membrane du réticulum endoplasmique. Okay, donc une fois que cette ouverture, ce pore est ouvert dans la membrane du réticulum, la SRP sera écartée, puis on va se départ en bloc la suite de la traduction par la SRP. Ensuite, on fixe le tout sur un récepteur sur la SRP. Ensuite, la ribophorine va ouvrir une brèche au niveau de la membrane du réticulum. Et on reprend, donc on élimine la SRP et on reprend la traduction. Mais, le petit décours de synthèse, il ne reste pas à l'extérieur d'un cytoplasme, mais il va plutôt être dirigé à travers ce pores pour se développer, pour s'allonger dans la lumière du réticulum endoplasmique. Donc ça, c'est déjà dans le chemin. Donc, un blocage, deux, fixation du complexe au niveau du récepteur de la SRP, ensuite, trois réouverture d'un port au niveau du réticulum par le ribophorine. Ensuite, on élimine la SRP et son récepteur. Il ne reste que la ribophorine avec le feu du ribosome. Mais on poursuit, vous voyez, donc au niveau de chiffre 3, donc on poursuit la traduction, le polypeptide s'allonge plutôt à l'intérieur du réticulum qu'au niveau cytoplasmique. Alors on poursuit donc en 4, ce qui va se passer, c'est que une fois que ce petit signal est synthétisé, il y aura une régulation. Cette régulation n'est pas post-traductionnelle, mais elle se fait pendant la traduction. En fait, le fragment du peptide va être coupé par une onde de peptidase spécifique et la traduction va se poursuivre normalement. Okay, et une fois que la protéine est produite, en fonction de ce signal, de la nature de ce signal, cette protéine, soit elle va être transportée via Golgi vers l'extérieur de la cellule, ou alors elle va être incorporée à la membrane à laquelle elle est destinée. Okay, et enfin, donc, sachez que l'adressage des protéines vers les mitochondries est différent parce que on a un autre type de peptide d'adressage et que la plupart des organelles en fait présentent des peptides signal légèrement différents les uns par rapport aux autres. C'est une sorte d'adresse. Donc l'adresse qui va définir où la protéine va-t-elle se compartimentaliser si elle est cytoplasmique au membranaire, c'est les petits signaux en premier lieu, ensuite d'autres modifications post-traductionnelles. Donc les polypeptides synthétisés lors de la traduction par les ribosomes de la RNN mature c'est un phénomène qui va conduire à la production d'un polypeptide. Ce polypeptide va devenir pleinement fonctionnel à la suite de plusieurs modifications. Ces modifications vont s'opérer soit pendant la traduction ou après la traduction. Donc c'est en post-traductionnel et parfois en fait les modifications se font sur le polypeptide en cours de synthèse. Les modifications sont diverses, protéolyse, glycosylation, acétylation, hydroxylation et la liste est longue. Et si les 8 proposées ne sont pas exhaustives, mais
pourquoi est-ce qu'il est important d'ouvrir cette parenthèse dans un cours de génétique moléculaire, alors qu'en fait, ces modifications sont d'ordre biochimique et non forcément génétique? En vérité, c'est parce que ces modifications sont contrôlées par des phénomènes génétiques. Ça veut dire que euh, les protéines qui vont conduire à une protéolyse ou une glycosylation sont des protéines qui sont donc codées par des gènes et qui sont héréditaires, et une dérégulation dans ces phénomènes de modification post-traductionnelle pourrait conduire à une altération d'une fonction protéique. Quand vous pensez à une altération qui est héréditaire, ne pensez pas forcément à une altération dans la séquence primaire de votre protéine, c'est-à-dire pas une altération de la séquence d'acides aminés et donc pas une altération dans la séquence génique, mais aussi ça pourrait être une altération, on avait déjà parlé dans la régulation des phénomènes de la transcription ou du stockage ou de la maturation de l'ARN, mais aussi des altérations au niveau des gènes qui sont responsables de la modification de la protéine en question. Donc une altération qui pourrait conduire à un défaut de la glycosylation ou de l'acétylation conduira aussi à donc un phénomène qui est physiopathologique, anormal, et il sera la conséquence non de l'erreur dans le gène qui code pour cette protéine, mais plutôt dans un ou plusieurs autres gènes qui régulent les modifications post-traductionnelles de cette protéine-là. Okay? Donc, quand on dit la protéine A est altérée, on pourrait penser à une mutation donc, au niveau de la séquence primaire du gène qui code pour la protéine A, ou dans des altérations au niveau d'une panoplie de gènes qui sont responsables de la régulation, qu'elle soit la régulation transcriptionnelle, ou la régulation dans le stockage, ou la régulation aussi dans la traduction ou la post-traduction, donc des modifications post-traductionnelles d'autres gènes, donc B, C, D, E, etc., qui contrôlent donc ces modifications au niveau de la protéine codée par ce gène A. Un dernier détail donc, sur le phénomène de la traduction et sa régulation. L'ARN messager, rappelez-vous, on avait dit qu'il est régulé dans sa demi-vie par la taille de la queue polia. Donc on avait dit la demi-vie est proportionnelle à la taille de la queue. Plus elle est longue, plus il est stable et il survit dans le cytoplasme. Il y a un autre type de régulation de ces ARN messagers qui est celui, plutôt qui est celle, la régulation par les ARN interférents. Alors comment ça se passe, les ARN interférents, en fait, qui sont présents dans la plupart des cellules, pour dire en fait qu'ils sont présents dans toutes les cellules, permettent l'inhibition spécifique de l'expression des ARN messagers. En fait, on ne connaît pas parfaitement tout sur l'interférence par ARN, mais on maîtrise assez la technologie et le mécanisme, la compréhension de mécanismes globaux pour exploiter ça en technique de biologie moléculaire. Aujourd'hui, on est capable de synthétiser donc, des petits ARN qui sont complémentaires à l'ARN qu'on voudrait cibler. On les synthétise in vitro, on les injecte au niveau cellulaire et on est capable d'inhiber l'expression de la protéine et d'induire la dégradation de l'ARN messager ciblé. Donc, par exemple, on pourrait dire que se passe-t-il si si une cellule ne synthétise plus la gamma-tubuline? Si on s'intéresse à voir tous les rôles de la gamma-tubuline au niveau cellulaire, ben, en fait, on va, sachant qu'on connaît la séquence du gène gamma-tubuline, et dedans, on connaît exactement quelle est dans ce gène la partie C codante. Donc, la partie codante, ça veut dire la partie qui sera reconnue et traduite de l'ARN messager. Et eh bien, on va fabriquer un ARN interférent qui va être complémentaire et antiparallèle à l'ARN messager, donc à seulement une petite séquence de l'ARN messager. Cette interaction donc, entre l'ARN qu'on a fabriqué et entre l'ARN messager, eh bien, elle va conduire à la dégradation de cet ARN messager. Et donc, 36 à 48 heures après injection de cet ARN interférent au niveau cellulaire, on peut vérifier l'inhibition, donc au niveau protéique, on peut donc récupérer les cellules et vérifier par biochimie, on ne va plus trouver la protéine, par exemple la gamma-tubuline, et on pourrait aussi vérifier qu'on n'a plus de traces d'ARN messager, de gamma-tubuline, et donc
Et ainsi, donc, au cours des 48 heures, plutôt au cours des 10 heures après les 48 heures d'injection de cet ARN interférent, la cellule devient exempte, vide de la protéine inhibée, et on peut étudier toutes les dérégulations qui sont la conséquence de l'inhibition de cette protéine et comprendre ainsi les fonctions de cette protéine. Donc voilà, donc on revient aux choses plus simples. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les ARN interférents? Ce qui se passe, c'est que en fait, la cellule va en synthétiser au besoin pour soit dégrader l'ARN messager définitivement, soit le bloquer et le stocker de façon transitoire. Donc, on a ici, à titre d'exemple, les siRNA et les miRNA. Les siRNA sont de longs double brins d'ARN au départ. Okay, donc, ils sont transcrits en long et double strand RNA. Ensuite, ils sont découpés par des dicers, par un complexe protéique appelé dicer, en petits ARN. Okay? Et ces petits ARN s'incorporent dans un complexe protéique qu'on appelle le RISC, pour RNA Induced Silencing Complex. Et ensuite, donc, ce complexe RISC plus siRNA, SI-RISC, regardez le schéma en haut à votre droite. Donc, le RISC va contrôler, le SI-RISC va contrôler spécifiquement la dégradation de l'ARN qui est ciblée. Donc, cette dégradation est un phénomène qui est irréversible. Okay? Les miRNA, quant à eux, ils sont plutôt longs, okay, par rapport aux siRNA qui ne font qu'une dizaine de nucléotides. Les miRNA font plus de 70 nucléotides. Et les miRNA, eux, en fait, quand ils se complexent au risque, ils ne vont pas induire la dégradation de l'ARN messager, mais ils vont juste induire un blocage de la traduction. Okay? Et donc, les ARN qui sont bloqués par les mi-risques sont stockés dans les P-bodies, les corpés, et ces P-bodies vont permettre de stocker de façon transitoire les miRNA, et ce phénomène, il est parfaitement réversible, et le miRNA peut se décomplexer de l'ARN messager, et ainsi redevenir disponible pour la traduction. Donc vous voyez, vous avez deux exemples des SI et les miRNA, des petits ou des moyens ARN interférents, et qui se complexent avec le risque et qui donnent des résultats différents, donc une dégradation ou un blocage transitoire de la traduction. Et ainsi, donc, la cellule se permet de contrôler la traduction via la stabilisation ou déstabilisation de l'ARN messager. On finit donc notre cours en résumant. Donc, le flux de l'information génétique, tel qu'on vous l'a présenté, et donc ce flux, il va de l'ADN qui se réplique, d'où la flèche circulaire, vers l'ARN via la transcription, et puis de l'ARN vers la protéine via la traduction. Donc on a la réplication qui permet de dédoubler l'ADN, la transcription qui permet de synthétiser de l'ARN, et la traduction qui permet de synthétiser une protéine. Ce dogme-là, en fait, je pourrais dire qu'il fait partie désormais de l'histoire des sciences, sans trop d'hésitation, parce que bien qu'il nous a permis de bien résumer et de bien éclaircir le flux qui permet la synthèse et puis aussi l'hérédité de l'information génétique, en vérité, il n'est pas vraiment unidirectionnel, parce qu'on a découvert à travers la rétrotransposition, et aussi on a découvert à travers les rétrovirus que l'ARN peut donner de l'ADN. D'où la flèche donc, dans le sens inverse de l'ARN à l'ADN, donc la rétrotranscription. Et aussi, aujourd'hui, il y a des bases de données informatiques qui permettent de prédire une séquence ARN à partir d'une séquence protéique
à travers un certain nombre d'algorithmes, bien sûr en respectant la dégénérescence, parce que vous pourrez me dire, si on veut synthétiser de l'ARN à partir d'une protéine, même de la synthèse in vitro, de nombreuses possibilités vont s'offrir, ce qui n'est pas faux, mais à travers les différentes possibilités, il y a des algorithmes qui sont plus probables et qui prennent en considération, ces algorithmes, la bioabondance de certains ARN de transfert et d'autres paramètres biologiques. Donc, voilà, donc garder à l'esprit ces dogmes et garder à l'esprit qu'il devient de plus en plus obsolète, mais qu'il résume quand même pas mal les différentes étapes qui permettent d'arriver de l'entité héréditaire qui est l'ADN à l'entité fonctionnelle qui est la protéine. Comme vous pouvez le voir en bas, il y a les différents acteurs qui sont impliqués dans les trois phénomènes. Donc, pour la réplication, vous avez la matrice ADN, les polymérases et les différents cofacteurs et régulateurs. Pour la transcription, vous avez la matrice ADN, la ARN pol et les différents autres cofacteurs aussi. Pour la traduction et la synthèse de protéines, vous avez la matrice ARN, les ribosomes et les ARN de transfert et les différents autres acteurs et cofacteurs. Sur ce, on a fini le cours qui résume l'essentiel sur la traduction. J'espère qu'il vous a été utile. Je vous souhaite une bonne révision et j'espère vous retrouver bientôt pour la session des questions. Il nous reste 2 cours, dont un essentiel qui est celui sur les mutations. Et enfin, le dernier qui est sur les techniques de biologie moléculaire. Et on aura, Inch'Allah, bouclé le programme. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère à très bientôt.